Chapitre 13. Retour. Un murmure ébahi retentit au moment où je pousse la porte de la salle de classe, ponctuée d'exclamations étouffées. « Elle est de retour. Il paraît qu'elle a vécu une aventure avec un seigneur de la nuit. Son amant lui aurait promis de la transmuter en dépit du numerus clausus. On dit que c'est le roi en personne qui lui a donné une deuxième chance. » J'ai passé la journée d'hier à dormir dans la chambre mansardée pour récupérer des épreuves de ma nuit sauvage. J'ai eu droit à tous les égards, moi convouée au couvent. Après tout, c'est sur ordre royal que j'ai réintégré l'école dont on m'avait chassée. Madame Thérèse elle-même a pansé mes plaies, sans oser me faire la moindre remontrance pour ma fuite. Et moi je n'ai pas osé la regarder dans les yeux, de peur qu'elle ne devine la véritable raison pour laquelle je m'étais introduite au palais. Adieu la toile grossière de Couventine. On m'a donné une robe de brocart toute neuve. Et me voici de retour après 48 heures d'absence pour le cours d'art courtois. « Dépêchez-vous, mademoiselle de Gastefrisch », me lance le général Barvock depuis l'estrade. « Vous arrivez juste à temps pour la pratique des jeux de société. » Sa minerve métallique l'empêchant de tourner la tête vers moi, ses gros yeux roulent dans ses orbites pour m'inviter à entrer. « J'espère que vous saurez mieux vous tenir qu'au souper d'avant-hier. Car il n'y a rien de plus discourtois que de perdre son sang-froid quand on joue aux cartes. » Aujourd'hui, les demoiselles ne sont pas assises chacune à un pupitre, mais 4 par 4 à des guéridons. Chaque table ronde est couverte d'un tapis de jeu vert où sont disposés des paquets de cartes et des tas de jetons. « Asseyez-vous là !» m'enjoint le professeur en désignant un guéridon, du bout de la pince en fer acéré qui lui sert de main droite. La table accueille Proserpina Castlecliff, Hélénaïs de Plumini et une 3e fille avec qui j'ai soupé le premier soir, Marie-Ornella De Lorenzi, l'une des meilleures amies d'Hélé. Je prends place, tâchant d'ignorer les regards curieux des demoiselles à travers la salle, et ceux fielleux d'Hélénaïs et Marie-Ornella tout près de moi. Je préfère fixer mon attention sur Proserpina, qui me sourit d'un air complice. Aujourd'hui encore, elle est vêtue d'une robe de denim, non pas bleue mais gris délavé, dont les effilochures font office d'ornement. « Welcome back », me lance-t-elle de sa voix rocailleuse, en me décochant un clin d'œil de sa paupière noircie de fard. « Thank you, Poppy », je lui réponds avec mon accent franchouillard. Le général nous reprend aussitôt. « Pas de langue étrangère dans mon cours. » La matinée se passe à explorer les règles du brelan, jeu de hasard et de bluff qui fait, semble-t-il, la joie des courtisans désœuvrés. Quand un joueur a dans son jeu 3 cartes identiques, il y a brelan, explique le professeur, son accent d'Europe centrale faisant rouler le R de brelan. Il s'agit de mener bataille en gardant le sourire. Mais ne vous y trompez pas, mademoiselle. Des fortunes ont été conquises et d'autres ont été perdues sur le tapis vert. Tandis que le réformé du front de l'Est explique la manière de miser et d'enchérir avec des sommes toujours plus importantes, je songe amèrement aux tombereaux d'argent que doivent brasser la plupart de mes camarades. Des fortunes conquises non pas à la table de jeu, mais arrachées aux paysans du Caréta. Elles ne sont peut-être pas des vampires au sens propre, elles et leurs familles, mais elles le sont au figuré. En guise de sang, c'est la sueur et les larmes du peuple qui les abreuvent. « Pourquoi jouons-nous ce matin avec des jetons plutôt qu'avec de l'or ?» demandait Hélénaïs au général, en écho à mes pensées. Ce serait tout de même plus amusant. « Il s'agit d'un apprentissage, mademoiselle de Plumini, » rétorque sévèrement Barvock. « Lorsque les soldats s'entraînent, ils combattent à épée mouchetée et ils tirent à blanc. De même qu'il ne faut pas partir en guerre avec une armée déclopée, je ne tiens pas à ce que vous fassiez votre entrée à la cour déjà ruinée. » Hélénaïs hausse les épaules, les grandes plumes de paon dont elle a orné sa coiffure à la hurluberlu, s'animant de reflets irisés en accord avec son ombre à paupières. « Bof, ce ne sont pas quelques centaines d'écus en moins qui vont nous ruiner, n'est-ce pas, Mario ?» Elle adresse un clin d'œil à sa voisine, dont la chevelure est plus chargée de perles que celle d'Edmé. Ces derniers jours, j'ai appris que les Lorenzi étaient une famille de riches banquiers florentins, implantés à Versailles depuis des générations, et aussi riches que les Plumini. « Tu as raison, Hélé, » répond la Florentine. « On n'en est pas à quelques piécettes près. » Les deux amies nous lancent un regard perfide à Poppy et à moi. Elles doivent bien se douter que la fille d'un obscur baron auvergnat ne roule pas sur l'or.
Quant à la piquante anglaise, Naoko m'a expliqué que sa famille était désargentée depuis des générations. Je garde les lèvres fermées. Je préfère avaler des couleuvres plutôt que de me faire exclure à nouveau à cause d'un stupide coup de sang. Rester jusqu'au bout, gagner mon entrée au palais, et tuer Alexandre cette fois. C'est tout ce qui compte. Mais Poppy, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Non, Hélénaïs, je n'ai pas quelques centaines d'écus à mettre sur la table, dit-elle, plantant son regard charbonneux dans celui de sa rivale. À la vérité, je ne suis même pas fichue de miser un seul liard de cuivre. Le sourire d'Hélénaïs s'élargit. Elle s'apprête à en rajouter, cependant Poppy n'en a pas fini. Pas plus que mes aïeux n'ont eu à débourser un seul sou pour leur titre de noblesse acquis sur les champs de bataille, contrairement aux vôtres. Les sarcasmes d'Hélénaïs meurent dans sa gorge blanche. J'aimerais bien savoir de quel champ de bataille il s'agit, dit-elle d'une voix sourde, plissant les paupières sur ses yeux mordorés. Ceux de la guerre de 100 ans, quand les Anglais massacraient de bons Français? Barvok heurte la table de sa pince de fer, dans un martèlement frénétique. Chaque fois qu'il s'énerve, ses membres artificiels sont pris d'un tremblement incontrôlable, comme si son corps mutilé voulait rejeter ses greffes issues des sombres laboratoires de la faculté. « Il suffit !» tonne-t-il, se rengorgeant dans sa minerve. « Il est très mal poli de parler politique en société. Du reste, le temps des vieilles querelles est révolu. L'Angleterre communie de nos jours avec la France, comme tous les vice-royaumes de la Magna Vampiria. » Réduite au silence, Hélénaïs s'empare du paquet de cartes le plus proche et se met à les distribuer furieusement de ses mains délicates. Comme la plupart des pensionnaires, elle a dû avoir vent des tensions entre les deux couronnes vampiriques officiellement alliées. Mais elle ne soupçonne pas l'imminence du conflit, que j'ai apprise en écoutant la conversation des ministres dans les jardins royaux. Après 3 heures de jeu nerveux et tendu, c'est enfin l'heure de déjeuner. Je cherche Naoko du regard à travers le réfectoire. Elle est là, à un coin de table au fond de la salle, son éternel chignon fermement attaché sur la nuque. Je m'assieds face à elle, soulagée. Mais loin de m'apporter le réconfort d'une conversation amicale, elle me foudroie de ses yeux creusés par-dessus son assiette de légumes. « Je ne te fais pas mes compliments », me lance-t-elle froidement en guise d'accueil. « Il y a eu plus de peur que de mal », dis-je en m'efforçant de sourire. « Je suis saine et sauve. » « Je ne parle pas de ça. Je parle de ma confiance que tu as trahie. Tu as prétendu vouloir mon amitié, mais tu m'as caché cette idylle avec un vampire. Tu ne m'as rien dit de ton projet de fuite. Je croyais avoir enfin trouvé une amie sincère. C'est le terme même que tu as employé. Quelqu'un à qui je puisse parler à cœur ouvert. Mais je m'aperçois que je ne sais pas qui tu es vraiment. » Les accusations de Naoko me touchent plus que je ne le voudrais. J'avais senti sa solitude dès notre rencontre, son besoin viscéral d'une oreille attentive. Mais là, il m'explose au visage au moment où je m'y attendais le moins. Le mensonge que je prononce pour y répondre me brûle la langue. Je suis exactement telle que tu me vois. Je suis Diane, ton amie sincère, dis-je. Je ne veux avoir aucun secret pour toi. Si je ne t'ai pas parlé d'Alexandre, c'est que je n'en ai pas eu le temps. Désormais, je te dirai tout. Naoko me dévisage de ses yeux noirs. Tu me le jures ? Me demande-t-elle. Je te le jure. Elle hoche la tête, esquissant un demi-sourire. Tu es folle, tu sais, murmure-t-elle. De m'être enfuie ? D'être tombée amoureuse d'un suceur de sang. Ces mots, dans la bouche habituellement châtiée de Naoko, me choquent. Les roturiers peuvent parler ainsi des vampires, mais pas les nobles demoiselles. Est-ce une erreur de traduction ? Une expression que la jeune japonaise maîtrise mal dans son français par ailleurs excellent ? Mais non, elle renchérit. Ces créatures ne sont pas comme nous, dit-elle en baissant la voix. Et à leurs yeux, nous ne serons jamais comme elles, juste des jouets entre leurs mains. Mais certains nobles mortels sont parfois transmutés, dis-je, à commencer par les écuyères et les écuyers du roi, après plusieurs années de service, comme tu me l'as expliqué toi-même. Honnêtement, je ne le souhaite à personne. Nouveau choc. Jusqu'à présent, j'étais persuadée que tous les nobles n'aspiraient qu'à une chose, monter en grade, passer de l'autre côté du plafond de verre séparant la basse noblesse mortelle de la haute noblesse vampirique. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Naoko semble remarquer ma perplexité.
Je t'ouvre mon cœur parce que nous venons de nous jurer de tout nous dire, précise-t-elle. Je peux comprendre que tu veuilles entrer à la cour, mais souhaites-tu réellement concourir à la gorgée du roi? Cette question me prend de court, ravivant ce dilemme que je n'ai pas encore tranché. La faveur royale constituerait sans doute une opportunité unique pour une orpheline comme moi qui doit reconstruire sa vie, je balbutie. Je le conçois, et je ne te dissuaderai pas de le faire. Boire une gorgée de sang vampirique ne te changera pas en morte vivante. Cependant, dis-moi, accepterais-tu à terme d'être transmutée en vampire, que ce soit par le roi ou même par ton amant des ténèbres? Non, je hurle intérieurement. Plutôt mourir 1000 morts. Je ne me suis jamais posé la question, je prétends, ne sachant quelle réponse fournirait la véritable Diane de Gastefrisch. Eh bien maintenant il est temps de te la poser, car tu es au cœur de la vampiria, me dit gravement Naoko. Il est temps de te rendre compte que sous leur beauté ensorcelante, les seigneurs de la nuit sont des cadavres desséchés qui ont oublié ce qu'être mortel signifiait et qui ont perdu toute once d'humanité. C'est peut-être difficile à imaginer en regardant ton bel Alexandre, mais ces têtes, là, dehors, te montreront le vrai visage de leur cruauté. Pour la première fois depuis que je suis entrée au réfectoire, je regarde par la fenêtre située droit dans l'angle de la cour. Tout au bout des pavés s'élèvent les piques menaçantes de la grande grille. Des formes sphériques sont plantées sur les 5 pointes centrales. Malgré la distance, je distingue des traits humains, gonflés par des gaz de putréfaction. Ce sont 5 têtes empalées, celles qu'Alexandre a rapportées d'Auvergne. Ma vision se trouble, ma respiration se coupe. Je lutte de toutes mes forces pour ne pas régurgiter mon lapin, tandis qu'une terrible migraine se met à cogner derrière mon front. Garder le contrôle de mon corps, sauver les apparences, rester à la grande écurie. Tuer Alexandre. Car ce ne peut être que lui, à l'origine de cette macabre mise en scène, n'est-ce pas? Le roi a demandé à ses gens d'installer ses trophées sur la grille, en ton honneur, murmure Naoko. Le roi? Je parviens à octer. Ces têtes appartiennent aux assassins de ton père. L'immuable se plaît à humilier ainsi ceux qui osent se rebeller contre lui. Il t'offre ce spectacle pour ta jubilation. Il a dû se dire que cela te réjouirait de voir ses dépouilles se décomposer et se faire becqueter par les oiseaux. Horrible écho aux paroles de Naoko. Un corbeau descend du ciel et se pose sur l'une des têtes, dont les longs cheveux bruns pendent dans le vide. Ces cheveux dont ma mère était si fière, car c'est bien d'elle qu'il s'agit. Je réprime un gémissement au fond de ma gorge. Oh, maman, ma chère maman. Le volatile se met à fourrager la chevelure, en quête de lambeaux de chair à arracher. Son bec aiguisé finit par plonger dans l'orbite du crâne, pour y prélever le mets le plus tendre, le globe oculaire. Incapable de détacher le regard de cette scène d'épouvante, j'ai l'impression que le bec picore mes méninges pulsant de douleur. Ma fourchette d'étain s'entrechoque de manière incontrôlable contre la porcelaine de mon assiette, jusqu'à ce que Naoko pose sa main sur mon poignet pour l'empêcher de trembler. Je trouve enfin la force de m'arracher à l'atrocité. À voir comme tu es blême, je devine que ce spectacle te dégoûte autant que moi, me dit-elle. Même si ces gens-là ont tué ton père, ils demeurent des êtres humains dont la dépouille ne mérite pas d'être soumise à une telle profanation. J'acquiesce, la gorge trop serrée pour prononcer la moindre parole, ou pour avaler la plus petite bouchée. C'est le ventre vide, encore transi d'horreur, que j'entre dans le vaste manège couvert où se déroule le dernier cours auquel je n'ai pas encore assisté, le cours d'art équestre. Pour l'occasion, on nous a autorisés à ôter nos robes pour revêtir des culottes de cheval en toile épaisse. C'est qu'aujourd'hui nous montons à califourchon. Je préfère ça plutôt que de monter en Amazone, me glisse Naoko. Même si c'est moins élégant, c'est plus pratique. Et toi? Elle a piqué ses cheveux de broches supplémentaires afin de les maintenir en place pendant la reprise, son chignon ressemblant plus que jamais à un casque noir. Je ne me transmuterai jamais en vampire. Je murmure, la gorge serrée, retenant mes larmes. Si une décoction de cyclamène a pu calmer mon mal de tête, rien ne peut effacer de mon cerveau l'image des têtes empalées sur la grille. La jeune japonaise me dévisage par-dessous sa frange.
Voilà ma réponse à la question que tu m'as posée tout à l'heure, je précise dans un souffle. Quoi qu'il advienne, je ne me transmuterai pas, je te le jure. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, une grosse voix tonne depuis le milieu du manège. Mademoiselle, à vos montures. Là, au centre de la pièce rectangulaire, se dresse Monsieur de Montfaucon dans sa veste de cuir noir. Les bras croisés sur sa large poitrine, ses lourdes bottes enfoncées dans la sciure de bois et pendues au sol, le grand écuyer nous toise de toute sa hauteur. À la lueur des lustres, son teint cireux paraît encore plus maladif, comme saturé d'un excès de bile jaune. L'humeur de l'amertume et de la colère. Derrière lui se tiennent 5 palefreniers, chacun menant 3 chevaux entièrement harnachés. Les demoiselles se dirigent vers leur monture. Manifestement, les chevaux ont été attribués au début de l'année, avant mon arrivée à la grande écurie. Il me reste le 15e, un étalon bai brun foncé, aux naseaux frémissants, le plus haut au garrot. D'une main encore tremblante d'avoir aperçu les têtes tranchées des miens, je saisis les rênes que me tend le palefrenier. « Il s'appelle Typhon, mademoiselle », me glisse-t-il. « Les gens disent qu'il est difficile, mais il est juste à fleur de peau. Soyez douce avec lui. » « En selle !» gronde le grand écuyer. Le palefrenier lâche les rênes. Lui et ses semblables reculent derrière les pare-bottes du manège. Je ne suis jamais montée sur un cheval de ma vie. À la Butora, il n'y avait que des ânes servant au labour. Je jette un regard fiévreux à mes camarades. Elles savent toutes exactement ce qu'il faut faire, levant la jambe sur l'étrier gauche pour y prendre appui et monter jusqu'à la selle. J'essaye de les imiter tant bien que mal. Mais au moment où mon pied droit quitte le sol, le cheval piaffe nerveusement. Déséquilibré, je tombe à la renverse dans la sciure de bois. « Gastefriche, qui vous a autorisé à mettre pied à terre ?» me lance Montfaucon, pointant brutalement sa longue cravache dans ma direction. Je me relève péniblement, au milieu des moqueries étouffées de quelques cavalières. J'empoigne à nouveau le pommeau de la selle et tente de me soulever. Mais au moment où je vais m'asseoir, Typhon se cabre, m'envoyant rouler au sol. L'épaule endolorie, la bouche pleine de sciure, je me remets d'aplomb tandis que le grand écuyer m'accable. « Eh bien, nous n'allons pas y passer la journée. Je savais bien que votre place était au couvent. S'il ne tenait qu'à moi, vous y seriez déjà, ne serait-ce que pour vous protéger de vous-même et de votre cœur de midinette. » Au mépris qui perce dans les paroles de Montfaucon, je devine qu'il est au courant de mon excuse pour m'être introduite au palais. Cet amour inventé pour un vampire et tout ce qu'il dénote de faiblesse d'âme. « Quoi que veuille Sa Majesté, il faut s'y plier, » conclut-il dans un soupir. « Il n'importe, je gage que vous ne ferez pas long feu à la cour. » Je le hais, cet homme qui se venge mesquinement d'avoir perdu la face. Je les hais, ces moqueuses qui se sentent tellement supérieures du haut de leur selle. Je la hais tout entière, cette maudite cour qui se rit du peuple. Mais plus que tout, je le hais, lui, sur qui cet empire sanguinaire repose, le roi. Humiliée et couverte de sciure, je commence à entrevoir une vengeance plus vaste, plus folle que tout ce que j'ai imaginé jusqu'à présent. Quoi que veuille Sa Majesté, il faut s'y plier, a dit Montfaucon. Et si je le faisais plier, lui, Louis l'immuable, le maître de la Magna Vampiria? Et si je le pliais en deux, de part et d'autre de mon pieu s'enfonçant dans son cœur glacé? La vision de cette vengeance suprême m'arrache un long frisson, telle une révélation mystique. Mon sacrifice serait une apothéose si je parvenais à entraîner le roi des ténèbres avec moi dans le néant. « Allez !» ordonne Montfaucon. « Comment osez-vous prétendre entrer à la cour si vous n'êtes même pas capable de tenir en selle ?» Je rattrape la bride de Typhon de mes mains moites, la rage au cœur. Il faut que je le monte, je le dois. Cet étrier est la première marche qui me mènera jusqu'au palais, jusqu'au roi. Les talons tirent sur son mors, son œil noir roulant furieusement entre les longs crins de sa crinière ondulante. Une demi-tonne de muscles contre moi qui pèse à peine plus de 50 kilos. Je ne fais pas le poids. D'un grand coup d'encolure, Typhon m'envoie mordre la poussière pour la 3e fois. « Je crois qu'il est inutile d'insister, » cingle le grand écuyer. « Donnez-lui plutôt mon cheval. »
Cet accent n'appartient qu'à une seule pensionnaire, Poppy, chevauchant un grand alezan. Myrmidon est facile à mener, monsieur, et vous savez pertinemment que Typhon est réputé indomptable, insiste-t-elle. Assez d'insolence, Castlecliff, tranche-t-il, faisant claquer sa cravache contre le cuir de sa botte. Mais Naoko, à son tour, vole à mon secours. Ce n'est pas juste d'avoir attribué les talons à la nouvelle, plaide-t-elle, depuis son petit cheval gris pommelé. Moi aussi, je peux lui céder ma jument. Calypso est fort docile. Il suffit, j'ai dit, rugit le directeur de la grande écurie. Castlecliff, Takagari, ce n'est pas vous qui faites court, c'est moi. Gastefrisch montre à Typhon ou ne montrera pas. Un point, c'est tout. Pour la 4e fois, je me dirige vers les talons, dont la robe moirée tremble nerveusement sous les feux des lustres. À voir sa peau frémissante, les paroles du palefrenier me reviennent soudain en tête. Il est juste à fleur de peau. Soyez douce avec lui. Là, je chuchote d'une toute petite voix que lui seul peut entendre, en posant ma main sur son encolure. Je suis aussi terrifiée que toi. Le fait de palper sa force brute sous mes doigts m'apaise étrangement. Tandis que les battements de mon cœur se calment peu à peu, je sens l'immense cœur de Typhon ralentir dans son vaste poitrail. Il s'immobilise et ne bouge plus d'un pouce lorsque je passe le pied à l'étrier et me hisse enfin sur la selle. Dans le manège, plus personne ne rigole. Moi qui étais écrasée par les autres cavalières, voilà que je les dépasse toutes à présent. J'ai beau être cramponnée à la crinière de Typhon à pleine main, je n'ai pas vraiment peur de tomber. La chaleur de ses flancs sous mes mollets me rassure. La puissance de ses muscles entre mes jambes me ragaillardit. Le grand écuyer lui-même me regarde d'un air perplexe, comme s'il ne comprenait pas que les talons indomptables acceptent sur son dos une si piètre cavalière. « Voilà, je suis prête », je lui lance. « Pour la cour et pour la gorgée du roi, car je veux me présenter. » Ma déclaration publique déclenche des exclamations étouffées. Il me semble entendre la voix rocailleuse de Poppy et les jurons indignés d'Hélénaïs. Mais je ne regarde que Naoko, m'efforçant de lui sourire pour lui rappeler mon serment. Même si je deviens écuyère, je refuserai de me transmuter en vampire. « Je prends note de votre candidature », grogne mon faucon, l'œil torve. « Mais je vous préviens, Gastefrisch, il ne s'agit pas seulement de vouloir. Sa Majesté ne saurait donner son sang précieux à qui ne peut justifier au moins 10 quartiers de noblesse. Est-ce que vos papiers en attestent ? » « Vous connaissez les circonstances de ma venue à Versailles, monsieur, » je rétorque. « Je n'ai rien pu emporter de mon château, pas même une robe convenable, et encore moins des papiers. Mais je vous assure que la noblesse des Gastefrisch remonte au moins jusqu'aux croisades. » Le grand écuyer grimace. « Vous m'excuserez de ne pas vous croire sur parole. Comme je vous l'ai dit l'autre soir, au cours des années, j'ai vu défiler dans ces murs plus d'un égo surdimensionné. » Il se racle la gorge et crache dans la sciure du manège. « Dès ce soir, je dépêcherai un corbeau à la cathédrale de Clermont. Je demanderai à l'archiatre de nous envoyer par retour de corbeau l'extrait complet de vos papiers de noblesse tirés des archives. Tout y sera consigné sans contrefaçon possible. Lignée, ancienneté, armoirie, et jusqu'à votre portrait.